GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. Reprenons le pouvoir. De Joël Toledano. Ce document numérique a été réalisé par Norcompo. Introduction. Il y a 20 ans, Apple entamait avec le retour de Steve Jobs sa seconde vie. Google et Amazon étaient des startups et Facebook n'existait pas. 20 ans après, elles sont parmi les entreprises les plus puissantes du monde. Les valorisations boursières de Google, Amazon et Apple, tout en fluctuant, dépassent régulièrement les 1000 milliards de dollars et celles de Facebook les 500. Elles disposent d'une puissance financière et technique exceptionnelle, font partie des marques les plus connues, des entreprises les plus influentes. Comment les GAFA, ces encore très jeunes entreprises bâties autour des technologies numériques, ont-elles réussi à se développer si vite? Comment ont laissé se constituer de tels empires aux ambitions sans limite? Au début, nous avons été éblouis face à la nouveauté et la qualité presque magique des services proposés. Pendant des décennies, les livres de marketing nous ont expliqué que le client devait être au centre de l'entreprise. L'expression, qui se retrouvait dans les rapports d'activité, n'avait pas toujours de traduction tangible. L'obsession du client, la nécessité d'innover pour capter son attention, faire croître les utilisateurs et augmenter les usages ont été une préoccupation essentielle de tous les nouveaux acteurs du numérique. La connaissance actualisée des clients est devenue une obligation vitale pour tous, que seule l'informatique permet d'obtenir. Ces nouveaux services numériques simples et accessibles ou ces nouvelles façons de rendre ces services suppriment des intermédiaires, organisent et classent des informations jusque-là hors de portée, rendent possible des partages des ressources et des appariements à moindre coût. En créant des plateformes, ces jeunes pousses ne s'embarrassaient pas toujours des obligations légales qui prévalent en matière de protection des consommateurs, de droits d'auteur ou de réglementation sectorielle. Fascination, sidération mais aussi incompréhension ont accompagné la croissance de ces acteurs. Les entreprises, disruptées, par de nouvelles solutions numériques ont vu leur modèle économique fragilisé. Mais les premières années, elles avaient du mal à faire autre chose que réclamer le retour au monde ancien et à ses rentes. Tout d'un coup, certains blocages structurels disparaissaient comme des lignes, Maginot, qui tombaient avec le numérique, Adopi, chargé de surveiller le téléchargement illégal était contourné avec le changement de pratique des consommateurs, du téléchargement au streaming, les licences de taxi ne permettaient plus d'organiser la rareté, alors que les consommateurs plébiscitaient les nouveaux acteurs. À cela s'ajoutait une profonde incompréhension des nouveaux modèles économiques, tant chez les décideurs que dans la majorité des médias et du monde académique. De ce fait, l'idée de réguler les plateformes numériques, toutes les plateformes, en leur imposant les règles anciennes conduisait naturellement à une levée de boucliers. L'apparition de ces nouveaux acteurs montrait en creux que toutes les réglementations ne devaient pas nécessairement être conservées, car elles empêcheraient les consommateurs de bénéficier de meilleurs services à des coûts moindres. Pour partie, elles protègent des acteurs bénéficiant de rentes injustifiées qu'il est légitime de ne pas conserver en l'état. L'objection fondée était qu'une telle politique de régulation était mauvaise pour l'innovation, la productivité, la croissance et donc l'emploi. Il a fallu du temps pour comprendre que le numérique apportait avec lui non seulement des nouveaux services largement plébiscités mais aussi de nouveaux modèles économiques, de nouvelles façons de faire du profit face auxquelles nous avons été démunis. Ce n'est que lorsque les mécanismes économiques à l'œuvre ont commencé à être décryptés que la revendication de concurrence équitable, le fameux « level playing field » entre les anciens et les nouveaux acteurs a émergé. A posteriori, une impression de grande naïveté prévaut face à des pratiques dont on comprend qu'elles étaient pour partie néfastes. Mais faire le tri, au cas par cas, n'était pas évident pour les pouvoirs publics comme pour les observateurs alors que l'interventionnisme était considéré comme inefficace et l'innovation comme forcément positive. Mais pour faire le tri et comprendre les enjeux, globalement et secteur par secteur, il faut se donner les moyens de comprendre des entreprises sophistiquées et agiles qui, contrairement aux entreprises du monde physique, laissent peu de traces de leur comportement, testent sans arrêt de nouvelles pratiques et sont opaques. Cette non-transparence dans les outils algorithmiques de classement ou d'appariement est, en outre, avec une certaine ironie, justifiée pour empêcher que certains utilisateurs ne manipulent les résultats des algorithmes au détriment des autres. On peut imaginer que certains propriétaires d'algorithmes sont d'autant plus sensibles aux risques de manipulation qu'ils savent pour les avoir pratiqués, que c'est possible. Pour les autres entreprises, la difficulté stratégique s'est doublée d'une difficulté financière. En effet, les opérateurs historiques sont doublement contraints. Ils doivent, d'une part baisser drastiquement le prix de certains produits, voire les rendre gratuits, et d'autre part redéfinir leur modèle économique.
Or ils portent toujours une exigence de rentabilité à court terme alors que les nouveaux entrants qui s'appuient au démarrage sur des circuits de financement alternatifs ont des horizons de rentabilité plus longs. Difficile pour la grande distribution de lutter contre Amazon et sa remarquable qualité de service quand non seulement on ne joue pas à armes égales au plan réglementaire et qu'il faut repenser sa stratégie, mais qu'en plus les exigences de résultats financiers imposées par les marchés aux entreprises historiques ne sont pas les mêmes que celles du monde numérique. Il y a peut-être une dernière spécificité à cette révolution numérique, elle s'est adressée d'abord aux particuliers et a souvent concerné des secteurs d'importance stratégique mineurs comme la musique, les jeux, la publicité. Rien qui fasse penser aux industries de réseau, et aux grands acteurs de l'énergie du XXe siècle que les États et les responsables politiques ont d'emblée perçus comme importants. Sans compter l'absence fréquente de culture technique, le peu d'appétence et de familiarité avec les services numériques des générations plus anciennes occupant les plus hauts postes de responsabilité. Pour relativiser l'ampleur des changements technologiques à l'œuvre, l'économiste Robert Gordon, célèbre pour ses travaux sur le ralentissement de la croissance, se moquait d'un symbole comme le smartphone pour symboliser les évolutions en cours. Ce n'est que depuis une dizaine d'années que les secteurs financiers et automobiles ou l'industrie de la santé sont apparus dans l'horizon stratégique visible des big tech. Plus récemment encore avec l'affaire Snowden, les infox et les opérations de manipulation politique, les questions de sécurité, de défense et de démocratie ont percuté celles du numérique. Le débat public s'en est emparé. Le numérique a progressivement envahi le champ des préoccupations régaliennes. Et les questions d'économie et de droit de la concurrence sont sorties du cercle des seuls spécialistes. La puissance du discours des GAFA ne doit pas être sous-estimée, leurs dirigeants sont des esprits brillants et le discours de l'efficacité contre la bureaucratie, forcément tatillonne et mal informé, est séduisant. Ils exercent un lobbying très efficace pour défendre l'absence de réglementation au nom de l'innovation. Il a fallu que la compréhension des nouvelles dynamiques augmente pour répondre à la conjugaison élégante d'une grande séduction intellectuelle, de l'idéal libertarien de l'Internet coopératif et non réglementé et de l'idéologie libérale pour qui toute intervention publique était inefficace et constituait une atteinte à l'innovation créatrice. On retrouvait l'émancipation individuelle par la technologie au confluent des deux. Avec comme garant le droit de la concurrence souvent érigé en vigie des pratiques, l'absence de condamnation valait absolution. En 2-3 ans, la situation a changé. Les premiers contentieux ont fini par aboutir, certes pour des faits datant d'une dizaine d'années, voire davantage, et de nombreuses procédures ont été lancées des deux côtés de l'Atlantique. Mais condamner des pratiques anticoncurrentielles ou des atteintes à la vie privée ne suffira pas. Pas plus d'ailleurs qu'attendre que les Américains démantèlent ces jeunes géants riches et pleins d'énergie ou que leurs homologues chinois viennent les concurrencer. En cause, de nouveaux empires économiques dont les dynamiques de déploiement nous ont échappé trop longtemps. Eux, arrivent à s'extraire du droit commun, à verrouiller la concurrence, à définir leurs propres règles en s'appuyant sur l'efficacité des outils numériques et à, nous, les imposer, alors que notre organisation politique et institutionnelle s'est arrêtée au XXe siècle. Il faut maintenant partager la compréhension de ce nouveau monde et reprendre l'initiative. La transformation numérique est rapide, bouleverse les chaînes de valeur, et les intérêts de court terme sont souvent opposés à ceux de long terme, d'où les difficultés à définir parfois l'intérêt général. Nous devons nous en donner les moyens pour fabriquer des institutions du XXIe siècle au service du bien commun. La trame retenue dans l'ouvrage vise à décrypter, comprendre et expliquer la situation et les enjeux en s'appuyant sur des descriptions concrètes et les apports des travaux théoriques. La grille d'analyse proposée comme les propositions, originales, rigoureuses et précises, permettent de sortir du fatalisme ou des incantations qui accompagnent trop souvent le récit des actions des géants du numérique. Chapitre 1. Le triomphe web commercial. Le web historique se rêvait mondial, ouvert à tous, sans autre règle que celle que les internautes auraient bien voulu se donner. L'Internet d'aujourd'hui est celui de la National Security Agency, NSA, l'agence de renseignement américaine pour laquelle travaillait Snowden, de Cambridge Analytica, des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, et de leurs homologues, chinois les Baidu, Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei, Xiaomi, des infox, fake news, et des discours de haine, de la cybersécurité. La tendance est au web cartellisé avec un Internet chinois, qui favorise la surveillance et le développement de grands acteurs protégés par le pouvoir politique alors que Facebook s'appuie plutôt sur les sciences cognitives pour garder toujours plus longtemps ses utilisateurs dans l'application, et maximiser ses revenus publicitaires. Dans ces deux mondes, surveillance, fermeture et développement commercial sont d'ailleurs loin d'être exclusifs, au contraire.
Vue de France ou plus généralement des pays démocratiques, la situation chinoise apparaît de plus en plus comme la réalisation concrète de romans de science-fiction du XXe siècle. Le pouvoir politique chinois, en complément d'une censure très organisée, est en train de tester le système de surveillance qu'Orwell aurait pu imaginer. Il s'appuie sur une note de « crédit social » établie à partir des comportements des internautes en ligne, d'informations fournies par les entreprises, par le réseau des caméras de surveillance. Les droits des citoyens dépendront de leur note. La vocation du système de contrôle social chinois est d'inciter les citoyens à se comporter bien. Il peut être vu, soit comme l'automatisation des systèmes classiques de contrôle totalitaire, soit comme la transposition dans la vie sociale des systèmes de notation économique, le scoring, par exemple les mesures de solvabilité financière des particuliers qui conditionnent l'accès au crédit. L'autre facette de l'intranet chinois, c'est la puissance des géants du numérique chinois, symbolisée par les fameux BATS, qui se sont formidablement développés derrière des frontières protectrices érigées, non seulement pour contrôler les flux de communication, mais aussi pour permettre le développement de champions nationaux. Le comportement des plateformes telles que Facebook ou YouTube présente beaucoup de similitudes. Certes, dans les deux cas, il n'y a aucune obligation pour leurs plus de 2 milliards d'utilisateurs de rester, scotchés, derrière leur smartphone à s'émouvoir, s'énerver, lire et poster des messages, regarder des vidéos, les liker, etc. Pour autant, l'objectif que ces deux réseaux sociaux partagent, sans coercition bien sûr, c'est d'inciter leurs utilisateurs, en créant des mécanismes d'addiction, à y demeurer le plus longtemps possible. Ces deux entreprises ont bâti leur modèle économique sur la publicité ciblée et s'appuient sur des méthodes issues des sciences cognitives pour créer chez le consommateur le besoin de se connecter en provoquant des mécanismes d'addiction. Toute la journée, de nombreuses fois par jour, les utilisateurs se connectent, attendent les réactions des amis ou des followers, désirent leur « j'aime » ou au contraire craignent l'absence de réaction. L'objectif des acteurs vivants de la publicité est de conserver l'attention des consommateurs afin de pouvoir leur envoyer le plus de publicité possible. Cette dernière, d'autant plus lucrative qu'elle est bien ciblée, s'appuie sur la collecte et le traitement des traces numériques laissées sur leur passage par les consommateurs. C'est une des formes du « capitalisme de surveillance » dont l'expression a été popularisée par Shoshana Zuboff aux États-Unis. Obligés ou fortement incités, les utilisateurs des plateformes chinoises et américaines sont surveillés et s'enferment dans des mondes largement organisés par d'autres. Il est loin, le cyberespace rêvé des années 1990. L'utopie perdue des débuts. L'Internet des années 1990 est celui de l'accès à la connaissance et de la création partagée, de la « net étiquette », pas toujours respectée, qui définissait les règles de conduite et de courtoisie recommandées, de la non-monétisation, de la décentralisation et de la démocratie horizontale permettant à la culture libertaire de se déployer librement. Internet était vu comme un monde distinct du monde réel dont il fallait le protéger en empêchant toute contamination. N'oublions pas qu'en 1996 le nombre de participants et de sites accessibles était extrêmement limité, respectivement 16 millions et 100 000 sites web. Ainsi, à l'époque, c'était moins de 0,3% de la population mondiale, un public très spécifique majoritairement masculin, jeune et diplômé qui l'utilisait contre aujourd'hui presque 60% de la population mondiale. Dans ce cyberspace utopique, détaché du monde physique, et encore de taille très limitée avec une sociologie particulière des hommes blancs plutôt geeks, toute idée de régulation était une atteinte à la liberté d'expression et s'apparentait à de la censure. Dans la fameuse « Déclaration d'indépendance du cyberespace », celui qu'on a pu appeler le père de la dernière utopie du Xe siècle, John Perry Barlow, écrivait ceci: « Nous devons déclarer nos subjectivités virtuelles étrangères à votre souveraineté, même si nous continuons à consentir à ce que vous ayez le pouvoir sur nos corps. Nous nous répandrons sur la planète, si bien que personne ne pourra arrêter nos pensées. Nous allons créer une civilisation de l'esprit dans le cyberespace. Puisse-t-elle être plus humaine et plus juste que le monde que vos gouvernements ont créé. » Cette règle du laisser-faire ne s'est pas arrêtée aux réglementations et au contenu mais a concerné aussi les pratiques commerciales. Selon la très intéressante analyse proposée par Yoshé Bankler à l'occasion d'un colloque consacré à John Perry Barlow, l'idéologie ne se voulait pas seulement anti-étatique, elle cherchait aussi à s'écarter de la société de marché 7. Mais, le principal échec de cette vision tient à ce qu'à l'exception d'endroits importants mais isolés, où les pratiques communes se sont enracinées tôt et ont pu faire concurrence à l'État et au marché, l'expansion du domaine de la production non marchande est au point mort. L'Internet commercial l'a emporté. En matière de production sociale distribuée, Wikipédia et le développement des logiciels libres apparaissent certes comme des modèles exemplaires mais aussi comme des exceptions.
En plus de cette première limite au projet initial que constitue la capacité limitée des communautés ouvertes et les individus décentralisés à contester le développement du marché et des États, l'histoire a par ailleurs montré que des groupes d'individus autonomes, ou pas, peuvent également utiliser les caractéristiques d'ouverture du net pour produire des contenus haineux ou dangereux. C'est ce qu'on a pu observer avec les fameuses controverses autour des joueurs en ligne, la propagande et la manipulation de l'opinion dans les mouvements d'opinion et les élections de ces dernières années, les mouvements de harcèlement à l'égard des femmes, des homosexuels, etc. Les limites de l'autorégulation. De leur côté, des entreprises comme Google, Amazon, Apple ou Facebook ont su utiliser les ressources ouvertes disponibles pour créer des goulets d'étranglement les protégeant de la concurrence, utilisant la décentralisation du réseau pour collecter des données privées et des informations produites volontairement par les consommateurs pour évaluer telle ou telle prestation. Bref, l'usage du cyberespace a produit le meilleur comme le pire. Et les acteurs économiques se sont révélés des sources centrales de pouvoir. Toutefois, contrairement aux années 1990, Yoav Bankler à qui l'on doit la notion de production par les pairs sur la base des biens communs, Commons Based Peer Production, peu suspect de sympathie à l'égard de l'interventionnisme d'un État tout-puissant, estime aujourd'hui que le pouvoir des États, malgré son potentiel d'oppression, peut et doit être utilisé pour faire contrepoids au pouvoir du marché. Du côté des États, le web était essentiellement porteur d'innovations qui semblaient cantonnées à des domaines limités. Ce n'est que plus tard que le phénomène de numérisation de l'économie dans son ensemble a vraiment été perçu. D'une certaine manière, ce qu'on a appelé en 2000 l'explosion de la bulle Internet a contribué à minorer les effets anticipés de la diffusion des technologies numériques. Dans le cadre d'une tradition libérale où l'intervention de l'État est suspecte, la technologie et la valorisation des innovations ont été considérées comme prometteuses en termes de croissance et de productivité, dans une période de ralentissement de la croissance. La lecture des préconisations des multiples rapports traitant du numérique et de sa régulation éventuelle faite par Pierre Kosciusko-Morizet en 2011, et synthétisée dans son propre rapport, illustre la tonalité générale des débats, l'État doit éviter d'intervenir directement. Les mots qui reviennent sont autorégulation, concertation, médiation, corégulation, information. Quant aux modèles institutionnels envisagés pour organiser ces différentes activités, il s'agit essentiellement d'associations ou d'organisations de droit privé. Cependant, peu à peu, le laisser-faire et l'autorégulation ont montré leurs limites. D'abord parce que, comme on va le voir, le numérique a envahi le monde physique alors que quelques entreprises en prenaient le contrôle. Et aussi parce que l'expérience a montré que les discours et les engagements des acteurs n'étaient pas franchement suivis des faits. L'exemple de Mark Zuckerberg et de ses promesses vient immédiatement à l'esprit, lui qui a commencé par détrôner MySpace en se présentant d'abord en protecteur de la vie privée. Quand on a en tête les scandales récents, dont le plus connu est celui de Cambridge Analytica, la lecture de la politique de confidentialité de Facebook en 2004 est confondante de bonnes intentions. L'objectif de monétisation par la publicité a ensuite totalement changé la stratégie de Facebook à l'égard des données personnelles. Mais comme on le verra plus loin, il n'est pas le seul à ne pas avoir tenu ses engagements à l'égard de ses utilisateurs, particuliers comme entreprises. Le droit commun a été progressivement amendé pour tenir compte des spécificités du numérique. En intégrant les modèles économiques nouveaux, les nouvelles lois avaient vocation à s'appliquer aux entreprises issues de la révolution numérique comme aux plus anciennes. La liste des textes préparés par la Commission européenne sur le numérique pendant la mandature 2014 à 2019 concerne des sujets extrêmement variés et s'inscrit largement dans cette perspective. On y retrouve des questions de commerce électronique transfrontalier et de colis, des problèmes de fiscalité, TVA et impôts sur les sociétés, de droits d'auteur, de révision des cadres réglementaires des télécommunications et de l'audiovisuel, du traitement des données à caractère personnel, etc. L'exemple de la TVA et du commerce en ligne illustre bien à la fois ces délais de prise en compte et la complexité de certaines adaptations. C'est ainsi qu'aux États-Unis il a fallu un arrêt de la Cour suprême, 2018, pour casser un arrêt datant de 1992 qui interdisait aux États d'obliger les sociétés n'ayant pas de présence physique, chez eux, comme les distributeurs en ligne, à collecter la TVA. En Europe, les États membres se sont mis d'accord pour que se mette en place progressivement une taxation évitant les distorsions de concurrence et la fraude à la TVA, TVA du lieu de résidence de l'acheteur, simplifications administratives, etc. Le processus a été long et se poursuivra jusqu'en 2021. Le triomphe du web commercial.
À côté du web collaboratif rêvé à l'origine, c'est donc développer un web commercial qui a pris une part croissante. Dans le premier cas, les contributions des utilisateurs servent à tous. Wikipédia en est d'ailleurs l'exemple parfait. Cette encyclopédie collective en ligne offre un contenu multilingue librement réutilisable, objectif et vérifiable, que chacun peut modifier et améliorer, sous le contrôle de la communauté des lecteurs. Dans le second cas, celui du web commercial, le consommateur par ses données personnelles, ses avis et ou ses achats créés, favorise l'attractivité des plateformes pour les entreprises qui y participent. Certes, les consommateurs accèdent ainsi à des prestations gratuites mais le reste de la valeur créée est captée par des acteurs au pouvoir de marché toujours croissant. L'idée selon laquelle ces prestations ne seraient pas gratuites mais payées en données personnelles est assez couramment admise. Si on adopte ce point de vue, la question est celle de la valeur de ces données personnelles et de leur juste rétribution. Les énormes profits de Google depuis maintenant de nombreuses années et un peu plus récemment ceux de Facebook peuvent laisser supposer que le partage n'est pas équitable. D'autant que rien ne semble indiquer qu'il y ait une tendance à ce que ce rapport de force évolue au bénéfice des utilisateurs. L'introduction en bourse en décembre 2019 de la plus grosse société pétrolière du monde, Saudi Aramco en a fait la première capitalisation boursière du monde. Juste derrière Apple, Microsoft, Google, dont la maison mère se dénomme dorénavant Alphabet, Amazon et Facebook Trust, début 2020, les capitalisations mondiales suivantes, de 2 à 6. Les Chinois Alibaba et Tencent sont 7e et 9e alors que Berkshire Hathaway s'intercale au 8e rang, et JP Morgan au 10e. Le classement précis des 4 premiers ténors du numérique, Apple, Microsoft, Google et Amazon fluctue. Celui-ci, établi début 2020, place Apple en tête alors qu'Amazon ferme la marche. 6 mois plus tôt, la hiérarchie plaçait Microsoft devant, puis venait Amazon, Apple et Alphabet. Ce qu'il faut retenir c'est que leurs valorisations respectives ont atteint ou dépassé les 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire la moitié du CAC 40. Facebook arrive derrière et représente un peu plus du quart. Les fameuses GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, ont des activités et des modèles économiques sensiblement différents. Google et Facebook réalisent très majoritairement leur chiffre d'affaires dans la publicité personnalisée en ligne, 83,3% et 98,5% respectivement, en s'appuyant sur leur large domination, l'un sur les marchés de la recherche en ligne, l'autre sur celui des réseaux sociaux. Apple vend des smartphones et terminaux haut de gamme, 82% de son chiffre d'affaires, et détient 2/3 de la part de marché en valeur des magasins d'applications. Quant à Amazon, acteur dominant du commerce en ligne, 70% de son chiffre d'affaires direct et 82% si on ajoute les services associés, il dégage ses résultats en étant le leader historique de l'informatique dans les nuages, cloud computing, 12,5% de son chiffre d'affaires et 69% de ses résultats avec 33% du marché mondial. Enfin Microsoft a un portefeuille d'activités plus équilibré, de longue date leader du logiciel sur micro-ordinateur, près de 80%. Sont équipés d'une version du système d'exploitation Windows, et des services informatiques aux entreprises. L'entreprise est devenue un acteur important de l'informatique dans les nuages, deuxième derrière Amazon avec 18% de part de marché. C'est en partie parce qu'il est un acteur historique créé en 1975, 2 à 3 décennies avant les 4 autres qu'on parle davantage des GAFA que des GAFAM. Ce n'est toutefois pas la seule raison. La stratégie de Microsoft présente de nombreuses similitudes avec celle des autres GAFA. Mais, Microsoft semble, jusqu'à présent, éviter la mise en œuvre des pratiques les plus agressives observées chez les autres superstars du numérique. L'histoire de Microsoft et ses démêlés avec la justice au tout début du siècle, aux États-Unis comme en Europe, qui ont failli conduire à son découpage semble, jusqu'à présent, lui avoir appris à mieux contrôler ses pratiques. Cette prudence est semble-t-il un cas d'école pour les GAFA. Elle considérerait que la peur des dirigeants de Microsoft de passer les lignes jaunes a conduit à tuer l'innovation dans l'entreprise. Comportement qu'ils ne souhaitent pas imiter. C'est la raison pour laquelle cet ouvrage se focalise davantage sur les GAFA. Toutefois, la puissance économique de Microsoft et la similarité de certains comportements, en particulier en matière d'acquisition, méritent de lui conserver une attention particulière. Il faudra se demander notamment si les mesures à mettre en place pour que la régulation publique remplace la régulation privée et que la concurrence soit déverrouillée concernent aussi Microsoft. On reviendra dans l'ouvrage sur ces différentes activités et leur importance. Marché par marché, mais une illustration saisissante concernant Apple, permet
de mesurer le pouvoir de marché qu'a chacun de ces acteurs sur leurs environnements respectifs. Le magazine The Economist est parvenu à établir une estimation du partage des coûts et de la valeur entre Apple et ses 42 principaux fournisseurs. Avec moins de 20% des salariés de la chaîne de valeur, Apple réaliserait près de 80% des profits et plus de 95% du cash. Nous retrouverons plus loin la question du partage de la valeur, symptomatique des rapports de force entre ces géants du numérique et les entreprises qui gravitent autour, soit en tant que fournisseurs soit en tant que clients ou prestataires. L'effectif total des GAFA vient à peine de dépasser le million de salariés, pour un chiffre d'affaires total un peu inférieur à 800 milliards de dollars, et un résultat net de l'ordre de 15%, malgré Amazon dont la marge n'est que de 4%. Ils disposent, à eux quatre, de plus de 400 milliards de dollars de cash tout en investissant près de 90 milliards de dollars en recherche et développement, R&D, soit bien davantage que le budget français total de R&D qui, lui, concerne l'ensemble des champs de la connaissance. Ces chiffres traduisent évidemment la capacité de ces firmes à transformer leur pouvoir de marché en profit. En outre, ce cash disponible permet l'autonomisation des dirigeants à l'égard des marchés financiers. Les marchés financiers s'attendent à une poursuite du mouvement de croissance qui se retrouve dans le niveau de capitalisation. Ainsi, l'autorité de concurrence australienne, ACCC, a calculé que la moitié, voire davantage, de la valorisation d'Alphabet et de Facebook est liée aux perspectives de croissance. Pour autant, ces entreprises ne sont pas seules et témoignent d'une dynamique beaucoup plus globale. C'est ainsi que la capitalisation totale des 10 entreprises suivantes dans la liste des leaders d'Internet cotés se rapproche du CAC 40. Autour de leurs activités historiques cœur, Google Search, le moteur de recherche pour Google, le réseau social historique sans publicité pour Facebook, la vente de livres en ligne pour Amazon, la deuxième vie d'Apple avec l'iPod puis l'iPhone, ces entreprises ont tissé une toile dense, multipliant les activités et s'ouvrant à des applications ou des offres de services extérieurs à leurs propres offres. Les GAFA ont créé ainsi des univers économiques distincts les uns des autres. Des écosystèmes, sans couture. Amazon qui a en quelque sorte mis en application le slogan des créateurs du premier hypermarché français, tout sous le même toit, veut répondre à tous les besoins d'achat des consommateurs. La réussite de cette stratégie se mesure aujourd'hui au choix majoritaire par le consommateur en ligne américain, à la recherche d'un produit dans plus d'un cas sur deux, il va utiliser Amazon comme moteur de recherche. Autre cas, celui d'Apple, par la multiplication des produits, terminaux et services, le soin mis à faciliter le passage de l'un à l'autre, l'entreprise a créé pour ses clients un écosystème, sans couture, dans lequel on passe de l'ordinateur au smartphone ou à la tablette avec des écouteurs, en s'abonnant aux services audio et vidéo répondant à tous les besoins imaginables, multipliant ainsi les raisons de ne pas en changer. Amazon a diversifié son offre avec sa place de marché, Apple avec les services rendus par l'iPhone en s'appuyant sur l'Apple Store, Facebook en s'ouvrant très largement à d'autres applications, devenant même l'identifiant universel de connexion. En créant et en favorisant le développement de produits et services de grande qualité, les GAFA ont réussi à fabriquer par étapes successives des écosystèmes où les consommateurs trouvent rapidement toutes les prestations, utiles ou futiles, dont ils ont besoin, environnements dont ils n'ont pas besoin de sortir, ce qui permet de limiter le risque qu'ils prospectent des services concurrents. La description de l'empire constitué autour de Google et ses multiples services permet d'illustrer le propos, avec ses utilisateurs suivis à la trace, des annonceurs dont le chiffre d'affaires va dépendre des investissements publicitaires, les médias dont la visibilité passe par leur apparition dans les résultats de recherche, les entreprises offrant des prestations techniques aux annonceurs ou du conseil pour se rendre plus visibles. Tout un monde qui va constituer un écosystème extrêmement dynamique. Chapitre 2. Google ou la dépendance aux algorithmes. Le moteur de recherche Google, lancé en 1998, s'est appuyé sur plus de 200 acquisitions pour développer une myriade d'autres services qui vont de YouTube au système d'exploitation pour téléphone mobile Android, en passant par des services cartographiques, Google Maps, de paiement, Google Pay, d'information, Google Actualité, et de toute une série de services numériques, courrier électronique, Gmail, traduction, agenda, plateforme d'applications sous Android. Google, c'est aussi des produits et services relevant de l'Internet des objets, domotique et objets connectés, des services informatiques dans les nuages, cloud computing, des réseaux de câbles sous-marins et de fibres optiques, des services de santé, de nombreuses activités de recherche, des participations financières. Depuis 2015, une holding du nom d'Alphabet regroupe toutes les activités de cet empire constitué à partir du moteur de recherche. L'entreprise Google,
filiale d'Alphabet, regroupe les services les plus connus de l'environnement Google, Google Search, YouTube, Google Cloud, Google Maps, Android. Alphabet détient par ailleurs d'autres filiales telles que Google Fiber, les filiales de RD, le Capital Risk, etc. L'essentiel du chiffre d'affaires de Google, 84%, en 2019, repose sur la publicité ciblée qui apparaît sur Internet. Le ciblage est rendu possible par le traitement des informations recueillies auprès des utilisateurs des services gratuits d'Internet et en particulier ceux proposés par Google. Là encore, sur le marché de la publicité en ligne, qui représente maintenant la moitié du total de la publicité dans le monde, Google détient plus de 35% de parts de marché suivies par Facebook et Amazon. La puissance de Google et son incroyable empreinte mondiale transparaissent derrière des chiffres vertigineux qui dénotent la qualité exceptionnelle des services proposés et l'adhésion des consommateurs de l'ensemble de la planète. Le moteur de recherche détient plus de 90% de parts du marché des moteurs de recherche dans le monde et 5,4 milliards de recherches sont effectuées chaque jour. YouTube, racheté par Google en 2006, compte plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs. Il consomme 35% du trafic Internet mondial sur mobile alors que, chaque minute, 500 heures de vidéos sont ajoutées sur la plateforme. Le système d'exploitation Android équipe plus de 85% des smartphones vendus dans le monde, il y aurait 1,2 milliard d'adresses Gmail dans le monde. Le magasin d'applications Google Play héberge actuellement 2,8 millions d'applications. Le service Google Maps est très largement majoritaire parmi les services de cartographie. Sur les périphériques mobiles, smartphones et tablettes, plus de 63% des personnes ayant accédé à une carte l'ont fait avec Google Maps, contre 19,4% et 5,5% respectivement pour les sites Alibaba et Apple Plan. On pourrait continuer avec Google Actualité, dont l'importance dans la diffusion de l'information a fait de la rémunération d'un droit de copie un enjeu majeur pour la presse. La directive européenne récente sur le copyright répond à cet objectif. Autre exemple, Google Analytics, service d'analyse d'audience utilisé par plus de 10 millions de sites, soit plus de 80% du marché mondial, etc. L'encyclopédie en ligne collaborative Wikipédia décrit la liste impressionnante de services gratuits disponibles en relatant l'historique et les marques à succès. Ces services se renforcent mutuellement et renvoient les uns aux autres, tissant autour des utilisateurs une toile dont il est difficile de sortir. En réalité, plusieurs mécanismes sont à l'œuvre, on le verra, pour valoriser au maximum le leadership exceptionnel de Google en matière de recherche d'informations. Tout a été fait pour que la concurrence ne soit pas, à un clic, contrairement à ce qu'affirment souvent les dirigeants de Google pour relativiser leur propre domination et imager la force de la concurrence potentielle à laquelle ils seraient, selon eux, soumis. Il s'agissait d'éviter que d'autres remplacent Google, comme Google l'avait fait en supplantant aisément les moteurs de l'époque, AltaVista et Yahoo. De même, Facebook a aisément supplanté MySpace. Mais ni l'un ni l'autre ne sont dans une situation comparable à celle de leurs concurrents historiques. Google comme Facebook ont mis en place différentes stratégies pour défendre leur marché et leur pouvoir de marché. L'objectif était à la fois d'empêcher l'émergence d'un autre moteur de recherche mais aussi le développement de tout autre, planète, ou écosystème concurrent des empires constitués par Google ou Facebook pour attirer les utilisateurs dans son monde. C'est d'ailleurs la raison de la concurrence éphémère de Google et Facebook dans le monde des réseaux sociaux. L'incursion vaine de Google pour proposer le réseau social Google+ peut en effet être interprétée comme un essai de concurrencer directement Facebook en lui reprenant du temps d'utilisateur attentif. Google+ a été un échec, lancé en 2011 et définitivement abandonné en 2018. Le marché était, semble-t-il, déjà verrouillé. En conservant au maximum les utilisateurs sur ses propres services, Google augmente la quantité de publicité ciblée qu'ils reçoivent, augmente les revenus dérivés de l'utilisation de ses autres services comme Google Shopping ou Google Maps, services payants pour les entreprises qui s'en servent dans leur communication et augmente bien sûr en plus la quantité et la diversité des informations collectées sur les préférences individuelles, améliorant encore ses capacités de ciblage. Voyons de plus près les différentes modalités de cette stratégie et leurs conséquences sur les comportements des utilisateurs et des développeurs de sites web. L'importance vitale du référencement. En écho à la stratégie du moteur de recherche Google et de ses satellites, l'objectif des sites web est évidemment d'être vu par les utilisateurs. De nombreux travaux ont montré l'influence capitale de l'ordonnancement des résultats sur le taux de consultation d'un site. C'est non seulement l'apparition dans la première page des résultats qui importe mais plus encore la présence dans les toutes premières places. Ainsi,
Passer un site web du rang 1 au rang 2 sur la même page diminuerait les chances d'un clic d'un tiers à 2 tiers, selon une étude économique publiée en 2014. Pour de nombreuses entreprises, la visibilité dès la première page des résultats est vitale. Des activités de conseil se sont développées pour aider à y parvenir. Ces activités d'aide au référencement s'appuient non seulement sur des consultants compétents et des analyses des algorithmes et de leurs évolutions régulières mais aussi sur des outils logiciels. Présentés par certains comme une science ou même un art, l'optimisation pour les moteurs de recherche, Search Engine Optimization ou SEO, ou le référencement naturel, est, selon Wikipédia, un processus d'optimisation qui consiste à augmenter la qualité et la quantité de trafic d'un site en augmentant sa visibilité pour les utilisateurs d'un moteur de recherche. Le référencement se réfère à l'amélioration des résultats non rémunérés et exclut le trafic direct visiteur et l'achat de placements rémunérés. En tant que stratégie marketing, le référencement tient compte du fonctionnement des moteurs de recherche, des algorithmes qui dictent le comportement des moteurs de recherche, de ce que les gens recherchent, des termes de la recherche ou des mots-clés saisis dans les moteurs de recherche et des moteurs de recherche qui sont préférés par leur public cible. Le référencement naturel est effectué parce qu'un site web recevra d'autant plus de visiteurs d'un moteur de recherche que le site web se classe dans la page de résultats de moteur de recherche. Ces visiteurs peuvent ensuite être convertis en clients. Outre Google, le marché concerne aussi les autres moteurs de recherche comme Bing, Yahoo et plus récemment Amazon, mais c'est autour de Google que les plus grosses sommes sont investies. Aux États-Unis, l'industrie du référencement devrait atteindre 80 milliards de dollars en 2020, alors que ce chiffre n'inclut pas le travail de référencement réalisé en interne dans les entreprises. Il s'agit d'activités qui évoluent très vite, au gré des mises à jour des algorithmes et des applications. Les tendances les plus récentes doivent prendre en considération les réponses vocales et les brefs extraits, snippets, préparés par Google en réponse à des questions fréquentes. En plus du référencement naturel, les entreprises vont s'appuyer sur la publicité pour que leur marque soit visible des utilisateurs, avec en particulier l'achat de mots-clés qui leur permet d'apparaître à l'écran avant même les résultats du moteur de recherche. Ainsi, c'est constitué un écosystème très dépendant de Google et des flux de trafic qu'il génère. Il comprend non seulement l'ensemble des acteurs du référencement et de la publicité en ligne, conseils, agences de publicité, médias, mais aussi les entreprises start-up comme grandes entreprises dont l'activité est directement dépendante des clics générés par une apparition dans le résultat du moteur de recherche, hôtellerie, commerce, marque grand public. La presse en grande dépendance. L'exemple de la presse est emblématique de cette dépendance. Partout dans le monde son modèle économique, historiquement structuré autour d'un revenu provenant d'un mix de vente au numéro et à l'abonnement et des recettes publicitaires, a été remis en cause, disrupté, par Internet. On a assisté, simultanément, à la multiplication des sources d'informations gratuites venant aussi bien de sites professionnels que de blogs personnels ou des réseaux sociaux et à la diminution des recettes publicitaires des journaux papier, pour partie réorientée vers le web. Partout, la presse, de plus en plus digitale, est à la recherche de nouveaux modèles économiques. Les recettes publicitaires de la presse sur le web sont très loin de compenser les pertes sur les supports physiques. Pas plus d'ailleurs que, sauf exception, les abonnements payants sur le web n'ont compensé les pertes de la vente sur support papier. En tout état de cause, quel que soit le modèle retenu, publicité ou abonnement, l'audience numérique est vitale et, partant, le bon référencement sur les moteurs de recherche. Le sujet de la pérennité des médias et en particulier de la presse écrite déborde très largement la question de son ou de ses modèles économiques. Le pluralisme et l'indépendance des médias, et en particulier l'existence d'une presse de qualité, sont au cœur de notre modèle démocratique. Dans les pays anglo-saxons, plusieurs rapports récents se sont attaqués au sujet, soit à titre principal, comme le rapport Cairncross au Royaume-Uni, soit dans le cadre d'une réflexion plus large concernant les plateformes numériques et leurs pratiques. Ils reviennent sur l'évolution économique du secteur, la concentration accrue, les pertes de revenus et d'emplois, les nouveaux acteurs numériques et bien sur le poids pris par Google et Facebook dans le nouveau monde de l'accès à l'information. Le diagnostic du rapport Cairncross illustre une analyse partagée, le rôle important de Google et de Facebook dans la publicité numérique et la diffusion des informations peut mettre en péril la viabilité à long terme de la presse. Il préconise en particulier de réguler les relations commerciales entre Google, Facebook, et peut-être Apple, pour Apple News, et les éditeurs afin de rééquilibrer les rapports de force. Très riches et détaillés, ces rapports mettent tout le doigt sur l'opacité du marché de la publicité en ligne et des algorithmes.
La question des pratiques anticoncurrentielles est également mise en avant. Les difficultés économiques des médias font aussi l'objet de nombreuses réflexions et débats en France. Toutefois, à quelques exceptions près, c'est essentiellement sous des aides à la presse et de leur modernisation que le sujet est traité. Nous aurons l'occasion, dans la suite de l'ouvrage, de montrer pourquoi il est important de traiter globalement la question de l'avenir des médias et de leurs modèles économiques. Mais revenons ici sur les relations particulièrement intriquées entre Google et la presse et la dépendance qui en découle. Sans pour autant disposer de sources indiscutables, on estime entre 35 et 50%. En moyenne la part de trafic de la presse générée par des clics sur Google. Google Actualité ou via Facebook. Au Royaume-Uni, le poids de Google serait de l'ordre de 25% en moyenne, mais dans une fourchette comprise entre 8 à 57%. En France, les niveaux sont encore plus élevés. Google, dans une réponse à l'autorité de la concurrence, indique qu'elle apporte 31,5% du trafic total sur les sites des éditeurs de presse. Au regard des indications complémentaires de l'autorité de la concurrence, ce chiffre est largement sous-évalué et pourrait se rapprocher de 50%. De fait, cela va beaucoup dépendre du site concerné avec d'énormes variantes selon les pays et le type de médias. Agrégateur d'informations, Google Actualité, ou Google News, est un service en ligne gratuit de Google qui présente de façon automatisée des articles d'information en provenance de sources existant sur le web. Il fonctionne de la même manière qu'un moteur de recherche, en indexant que les articles de presse. Depuis plusieurs années, la revendication d'une rétribution de Google au titre de presse en contrepartie de l'utilisation des brefs extraits présentés par Google et Google Actualité a été formulée, sans succès. Seule concession, la presse a obtenu, après d'intenses débats, que le principe de cette rétribution soit inscrit dans la loi européenne. La récente directive communautaire sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique a ainsi établi réglementairement un droit dit « droit voisin », sous-entendu « droit voisin du droit d'auteur », sur l'usage numérique des publications de presse au bénéfice des éditeurs et agences. En tout état de cause, les flux financiers entre Google et les médias sont multiples. La presse, pour être bien référencée, fait appel à des moyens techniques de référencement naturel payants qui sont principalement achetés à Google et ses filiales. Par ailleurs, les médias ne récupèrent qu'une partie des revenus de la publicité présente sur leur propre site, entre 40 et 70% selon les analyses. La différence va aux intermédiaires divers dont une partie significative appartient à l'empire Google. Enfin, Google engrange des revenus publicitaires tant sur le moteur de recherche que sur Google Actualité. Bref, indépendamment de la capacité des médias à faire valoir leurs droits face à Google qui estime qu'au contraire, en apportant du trafic aux médias numériques, elle apporte des revenus supplémentaires aux médias, la dépendance de la presse à Google, énorme, la fragilise. Or on a pu observer dans de nombreux cas à quel point des changements d'algorithmes pouvaient affecter leur audience. Le poids des algorithmes. En matière de référencement, l'algorithme va induire ou non un bon classement. Toute modification de l'algorithme, et elles sont fréquentes, va le plus souvent améliorer la pertinence des résultats mais aussi éventuellement faire disparaître, sans que cela ait été prémédité, des entreprises qui n'apparaîtront plus dans les recherches des internautes avec des conséquences économiques désastreuses pour elles. Parfois aussi la disparition est intentionnelle. La Commission européenne décrit comment Google, en modifiant son algorithme, a fait disparaître des premiers résultats du moteur les comparateurs en ligne au bénéfice du service Google Shopping. Cette pratique l'a conduite à condamner l'entreprise à payer une amende de 2,42 milliards d'euros pour avoir abusé de sa position dominante au détriment des comparateurs de prix en mettant systématiquement en avant son propre service. Une autre amende de 1,49 milliard d'euros est relative à des clauses restrictives dans ses contrats passés avec des sites web tiers, empêchant ces sites d'accueillir les publicités contextuelles de ses concurrents. En août dernier, Google for Jobs, un agrégateur d'offres d'emploi lancé en 2017, a suscité de nombreuses plaintes de sites d'offres d'emploi. La Commission a lancé une enquête. La question de la transparence des algorithmes est évidemment au cœur des débats autour des pratiques, éventuellement anticoncurrentielles, de Google. Comment savoir si les modifications cherchent à améliorer la qualité des résultats ou poursuivent, à l'inverse, des objectifs contraires aux règles de concurrence? Au nom du secret des affaires, légitime à propos d'un actif essentiel de l'entreprise, Google comme d'autres refusent d'en divulguer les éléments d'appréciation. Toutefois, cette opacité ne peut évidemment qu'augmenter la méfiance à l'égard des pratiques, surtout quand de telles pratiques ont d'ores et déjà été condamnées. Mais, au-delà de ces exemples,
des évaluations récentes d'un cabinet américain confortent largement l'intuition selon laquelle Google chercherait à conserver ou orienter, de façon croissante ses utilisateurs vers des choix qu'ils monétisent par la publicité ou vers d'autres services Google et le moins possible vers des sites tiers hors publicité. Le développement de la recherche par commande vocale ne peut qu'accentuer la tendance. La méthode utilisée par le cabinet d'études américain consistait à suivre les recherches sur plus de 140 millions de terminaux sur des micro-ordinateurs et des smartphones Android. Il a calculé que seuls 40% des recherches conduisaient à un clic orienté vers un site tiers extérieur à l'empire Google. Si la tendance est la même quel que soit l'équipement terminal, la part des recherches qui sortent du monde Google est nettement plus élevée sur micro-ordinateur, 60%, que sur smartphone, 30%. Par ailleurs, il y a presque 2 fois plus de clics publicitaires pour une recherche sur smartphone que sur une recherche sur ordinateur. Tout converge donc pour que les consommateurs soient de plus en plus enfermés dans un monde goglisé. Chaque changement de technologie, chaque changement d'algorithme, est l'occasion de mettre en œuvre des solutions s'appuyant sur les résultats des sciences cognitives pour conserver l'attention de l'utilisateur le plus longtemps possible. Et comme certaines activités sont très dépendantes de la publicité, cet enfermement est rentable. C'est ainsi qu'une entreprise comme Booking, leader européen de la réservation hôtelière en ligne, a dépensé 4,4 milliards de dollars en 2019, soit 30% de son chiffre d'affaires, en marketing en ligne. Les montants étaient du même ordre de grandeur les années précédentes. Selon le rapport d'activité annuel de 2018, la plus grande part va au moteur de recherche de Google. De nombreuses entreprises, sans forcément dépenser des montants équivalents, dépendent ainsi de Google pour leurs activités. Elles vivent et se développent en s'appuyant sur les outils mis à disposition de tous, soit gratuitement, soit à des tarifs relativement modiques. Pour mieux comprendre comment cette mise à disposition conduit à une forme de vassalisation, il faut maintenant examiner de plus près les mécanismes économiques à l'œuvre dans cette extraordinaire dynamique de croissance. À la racine, de nouveaux modèles d'intermédiation ayant des propriétés économiques particulières avec une tendance à la monopolisation. Certains acteurs ont cherché à pérenniser ces positions acquises grâce à de formidables innovations, mais susceptibles d'être à leur tour remises en cause par une autre innovation, en adoptant des comportements visant à s'en protéger et en verrouillant leur marché. Chapitre 3. Un monde économique bouleversé. Les plateformes numériques offrent des services qui facilitent via Internet la mise en relation de 2 ou plusieurs types d'utilisateurs distincts et interdépendants. Elles jouent le rôle d'intermédiaire entre des agents économiques différents. Ainsi, un acheteur trouve un fournisseur, un vacancier une chambre ou un appartement à louer, etc. Les places de marché telles que Amazon ou eBay, les magasins d'applications tels que l'Apple Store ou Google Play Store, les services de partage d'appartements, de transport ou de parking tels que Airbnb, BlaBlaCar ou Drivy, les moteurs de recherche tels que Google ou Bing, les médias sociaux tels que Facebook ou YouTube, sont autant d'exemples qui montrent la diversité des champs d'application. La mise en relation doit permettre le meilleur appariement possible entre les deux côtés de la plateforme en fonction de la demande exprimée. Les plateformes ont progressivement pénétré tous les secteurs d'activité économique au point qu'on parle de la plateformisation de l'économie ou de la plateformisation du commerce. La prédiction de 2011, d'un des plus célèbres gourous de la Silicon Valley, Marc Andreessen, s'est réalisée, le logiciel a envahi le monde, software is eating the world. Ces plateformes numériques, de l'ordre de plusieurs milliers en Europe, constituent en général des innovations qui modifient l'organisation économique et apportent des services nouveaux, largement appréciés des utilisateurs. Quand des plateformes suppriment des intermédiaires en s'attaquant à certaines rentes de situation, ces plateformes réorganisent la fourniture de services en contournant éventuellement les obligations réglementaires existantes. C'est par exemple le cas quand Uber, en s'appuyant sur des véhicules de transport avec chauffeur, VTC, est à même de proposer un service de qualité, concurrent de celui des taxis, alors que ces derniers devaient être titulaires d'une licence dont le nombre était plafonné. Certaines plateformes ont non seulement bouleversé les hiérarchies de l'économie mondiale pour en devenir les entreprises les plus puissantes, mais elles ont aussi profondément pénétré les économies locales en réorganisant l'emploi et la consommation, transport, loisirs, commerce, de services. Les impacts des plateformes de services aux particuliers en matière d'hôtellerie, de restauration, de commerce et de taxi, ou de VTC, concernent ainsi le quart des emplois des services marchands. En transformant ces secteurs d'activité, les plateformes modifient les chaînes de valeur, permettent la création de nouveaux modèles économiques,
génèrent de nouvelles formes d'emploi ou de nouvelles façons de les exercer et produisent d'énormes quantités de données traçant les activités de tous en ligne. Les plateformes numériques modifient la dynamique des marchés. L'existence de plateformes n'a rien de consubstantiellement numérique. On retrouve les mêmes mécanismes économiques avec les cartes bancaires, la presse ou la télévision, gratuite. Patrick Lelay, ex-président de TF1, avait parfaitement imagé le principe économique à l'œuvre en expliquant qu'il vendait du « temps de cerveau humain disponible » à Coca-Cola pour l'aider à monnayer ses produits. Les consommateurs regardent une chaîne de télévision gratuite dont le financement est assuré par la publicité. On comprend bien que la croissance du marché de la publicité dépend du nombre de spectateurs des émissions de télévision. Les clients de deux marchés sont mis en relation, ceux qui veulent faire de la publicité et ceux qui regardent les émissions de télévision et donc seront exposés à la publicité. Leurs comportements respectifs sont susceptibles d'agir sur le marché de l'autre, dans la mesure où le développement de l'un peut avoir des conséquences sur le développement de l'autre. D'où le nom de marché, biface, retenu par les économistes pour caractériser les plateformes qui mettent en relation des clients de nature différente et tarifient les prestations des deux marchés de façon à ce que les deux marchés se développent. C'est ce type de « modèle économique » que Google a mis en place avec la recherche gratuite en ligne pour les utilisateurs, financée par la publicité. C'est aussi ce même modèle qui est retenu par les réseaux sociaux proposés par Facebook. En ce qui concerne Apple et les applications payantes vendues par son magasin d'applications Apple Store ou Amazon dans son rôle de place de marché, le modèle est différent. Apple et Amazon perçoivent une rémunération en échange de cet hébergement, qui permet aux développeurs d'applications ou aux commerçants d'accéder à des marchés structurés et vastes. Le même type de modèle s'applique à Airbnb avec les loueurs et Uber avec les conducteurs. Le succès de ces plateformes qui peuvent réduire drastiquement les coûts de mise en relation entre les clients appartenant à ces deux marchés dépend de leur capacité à atteindre rapidement une taille critique sur les deux, ou plus, marchés connectés. La course à la taille explique pour partie les stratégies retenues, tarifaires ou non tarifaires. À noter, on y reviendra plus tard, que la plateforme va évidemment définir l'ensemble des conditions de cette mise en relation, tarifaire et non tarifaire. Elle va à la fois calibrer les offres, qui peut vendre quel produit avec quelle qualité de service sur une place de marché? À quelles conditions devient-on chauffeur Uber? Comment est offert, selon les plateformes, le service fourni ou le produit vendu? Et dans quelles conditions peut-on en être exclu? En bref, la plateforme va organiser la mise en relation entre les marchés et définir les caractéristiques des produits et services intermédiaires. L'exemple de la plateforme Uber. L'exemple d'Uber et de sa stratégie pour atteindre cette taille critique permet d'illustrer le propos. L'une des clés du succès d'une plateforme comme Uber va résider dans le fait qu'il y aura suffisamment de clients et de conducteurs pour que les temps d'attente des clients avant leur course et celui des chauffeurs entre deux courses soient limités. Comment amorcer la pompe? Pour minimiser le temps d'attente d'un client, clé du succès du service, la plateforme Uber a besoin de beaucoup de chauffeurs. Pourtant, tant que les clients ne sont pas nombreux, il ne devrait pas y avoir beaucoup de chauffeurs indépendants non salariés susceptibles de répondre à la demande. D'où la stratégie d'Uber qui, pour optimiser son déploiement, subventionne tout d'abord les chauffeurs. Ainsi, la flotte de voitures en service permet de proposer aux clients à la fois un temps d'attente réduit et des tarifs raisonnables. La croissance des clients doit permettre ensuite d'augmenter les tarifs et de supprimer les subventions aux chauffeurs. L'augmentation du nombre des clients et des chauffeurs devient auto-entretenue, la croissance de chacun des marchés induisant la croissance de l'autre marché. Le traitement de l'historique des demandes permet, en outre, d'anticiper les lieux et les moments où les clients ont des besoins, diminuant ainsi, à flotte constante, le temps d'attente des clients et des chauffeurs. Le traitement massif des données, le fameux Big Data devient un avantage concurrentiel. Grandir ou mourir. Dans l'exemple d'Uber, le fait que les consommateurs seront d'autant plus nombreux à faire appel aux services que les chauffeurs seront nombreux, est appelé externalité de réseaux indirects, comme d'ailleurs le fait qu'il y aura d'autant plus de chauffeurs que les clients seront nombreux. Les externalités directes de réseau, le fait que l'augmentation du nombre de clients améliore la satisfaction des clients, sont moins fortes dans le cas d'Uber que par exemple pour Facebook. Dans le cas de Facebook, l'attractivité d'un réseau social augmente clairement avec le nombre d'utilisateurs. Toutefois, ces externalités existent, en particulier, via l'augmentation des données disponibles qui vont permettre de mieux calibrer les horaires et les lieux de présence des chauffeurs. La croissance des plateformes numériques s'explique aussi par l'importance des économies d'échelle que vont rendre possible un déploiement et une internationalisation rapide. Avec la même plateforme technique,
le logiciel peut être utilisé sans coût supplémentaire par de plus en plus de clients et être déployé zone après zone. Les très fortes économies d'échelle permettent de baisser drastiquement les coûts par client, ce que les Américains appellent scale without mass, c'est-à-dire la possibilité d'accroître leur échelle sans masse critique. Cette croissance devient un élément essentiel de la viabilisation du modèle économique. L'importance des économies d'échelle était déjà une des caractéristiques essentielles des industries de réseau en présence d'infrastructures matérielles dans les chemins de fer, l'énergie ou les télécommunications. Mais l'augmentation de l'empreinte géographique nécessite de nouveaux et lourds investissements. Même après la libéralisation de ces marchés historiquement en monopole, en particulier justement pour des raisons d'efficacité, les économies d'échelle en présence de coûts fixes importants structurent l'organisation et la régulation des marchés. L'objectif est que la concurrence s'exerce d'abord sur les activités dont les coûts fixes sont réduits et de faciliter le partage de certaines infrastructures, rails de chemin de fer, réseaux de collecte ou de distribution. La situation est différente avec les infrastructures numériques. Les logiciels sont copiés à coût nul. Pour se déployer dans un nouveau pays, il y a certes des coûts d'adaptation plus ou moins importants selon les services proposés, mais sans commune mesure avec les infrastructures physiques. Les premiers consommateurs sont au départ extrêmement coûteux compte tenu de l'existence des coûts fixes de développement. Ils sont d'autant plus difficiles à acquérir que l'attractivité du service dépendra des autres utilisateurs, externalités directes ou indirectes. Rares seront les consommateurs prêts à payer, en prix ou en temps passé, pour accéder à un service limité ou de qualité médiocre. Mais une fois la dynamique de croissance enclenchée, l'enjeu est d'atteindre la taille critique, celle qui permettra aux recettes de couvrir les coûts fixes. Cette situation est atteinte quand le prix que la plateforme peut pratiquer rencontre le consentement à payer d'un nombre suffisant de consommateurs pour amortir ses coûts fixes. À partir de là, tout client supplémentaire accroîtra la marge de manière exponentielle, le coût marginal d'un nouveau client sera faible voire nul, alors qu'en présence d'externalités de réseau, le nombre d'utilisateurs intéressés à devenir clients augmentera. La demande et le consentement à payer vont croître et s'auto-entretenir. Certains parlent d'un effet d'avalanche. Quand on atteint cette situation, il est devenu trop coûteux de concurrencer la plateforme qui a cru le plus vite. Elle bénéficie d'autant plus de l'adhésion de nouveaux utilisateurs, les rendements croissants d'adoption, que l'écart de développement avec ses concurrents est important. Elle pourra ensuite, en s'appuyant sur sa présence croissante sur ces deux marchés et sur une meilleure connaissance du comportement de ses acteurs, multiplier les traitements de données, big data, pour affiner l'offre et améliorer l'efficacité des services et, dans certains cas, monétiser leurs services. Les données ont en effet un autre rôle, crucial pour Google et Facebook et, de plus en plus, pour Amazon, dont le chiffre d'affaires publicitaire croît très vite, que celui d'améliorer l'efficience et de mieux connaître les besoins des consommateurs. Ce rôle est au cœur de leur modèle économique puisqu'il rend possible, ce qui a toujours été le rêve des responsables marketing dans toutes les entreprises, la publicité ciblée. En connaissant leurs utilisateurs, gratuits, Google et Facebook ont trouvé un moyen de monétiser leurs services, puisque les annonceurs sont effectivement prêts à payer et à changer leur façon de s'adresser aux consommateurs. En tout état de cause, quand la dynamique de ce qu'on appelle le « winner » take most, or all, le gagnant ramasse la mise, s'enclenche, la dynamique de monopolisation du marché se met en place. Atteindre cette taille critique n'est absolument pas assuré pour une plateforme numérique. Cela dépendra évidemment de la qualité de son offre, mais aussi de sa politique tarifaire ou de sa capacité à absorber des pertes. La tarification sur les deux marchés de la plateforme va être au cœur des stratégies d'entrée. La théorie économique nous apprend qu'il faut pratiquer les tarifs les moins élevés du côté où la demande est la plus sensible au prix. C'est ainsi que Facebook, Google font payer les publicitaires qui veulent avoir accès aux consommateurs, qui eux ne paient pas et seront d'autant mieux ciblés qu'ils auront laissé par leurs traces numériques les informations nécessaires à mieux qualifier leurs besoins. Le modèle tarifaire pratiqué au lancement de l'offre, pour atteindre la taille critique, peut évoluer ensuite. Uber, par exemple, supprime ses subventions initiales aux chauffeurs. Elles sont nécessaires pour leur faire rejoindre la plateforme au démarrage, alors que le nombre de clients est insuffisant pour rémunérer correctement les chauffeurs. Une fois atteint le nombre suffisant de clients et de chauffeurs, le chauffeur doit être rémunéré par le paiement des seules courses, moins la commission d'Uber. Dans un certain nombre de cas, la stratégie va consister à se focaliser d'abord sur l'augmentation des utilisateurs, gratuits, sans se préoccuper du financement. Puis on cherchera à monétiser l'audience. C'est la stratégie employée pour le streaming musical, Deezer ou Spotify, qui,
après avoir seulement proposé des services d'écoute de musique en streaming gratuit accompagnés de publicité, a mis en place des offres payantes et sans publicité. Dans cette perspective, les externalités de réseau, direct, la satisfaction des clients augmente avec le nombre de clients, comme indirect, la croissance d'un marché profite à l'autre marché, joue un rôle central en permettant des croissances extrêmement rapides et auto-entretenues. Elle favorise les leaders qui bénéficient des économies d'adoption et d'échelle et amplifie les pouvoirs de marché. Il en découle une quasi-impossibilité à faire évoluer dans un seul pays le modèle économique. Même quand il s'agit de marchés strictement locaux, Uber, Airbnb, Blablacar, la puissance de ces acteurs transnationaux résulte de l'existence de centaines de millions de clients dont les revenus directs ou indirects par client sont en général faibles. La perte d'un marché est donc beaucoup moins grave que la remise en cause du modèle économique. La tentative espagnole, en 2014, d'obliger Google Actualité à rémunérer la presse a conduit purement et simplement à l'arrêt du service en Espagne. Du point de vue français, la nécessité d'intervention publique ou de régulation, au niveau supranational se justifie certes pour des raisons de marché unique mais aussi par pragmatisme et souci d'efficacité car, même si dans un certain nombre de cas les marchés restent locaux, il vaut mieux face à des plateformes numériques, dont l'empreinte géographique est quasi mondiale, disposer d'un rapport de force favorable. C'est tout le sens de la directive sur le copyright. Décourager la concurrence. Les acteurs ayant réussi à atteindre la taille critique vont évidemment essayer de la conserver. Or un nouvel entrant très innovant pourrait à nouveau s'appuyer sur les effets de réseau et les économies d'échelle pour concurrencer l'opérateur dominant en place. Chaque utilisateur qui quitte une plateforme dont l'attractivité est liée aux utilisateurs présents rend les autres utilisateurs plus susceptibles de la quitter également. Google a pris le pas sur Yahoo en modifiant, selon certains, la façon de faire de la publicité 13. Inversement, MySpace n'a pas réussi à empêcher le départ de ses quelques centaines de millions d'utilisateurs vers Facebook malgré des coûts de changement de réseau social significatifs. Qu'en serait-il avec les 2,5 milliards d'utilisateurs de Facebook aujourd'hui? Dans les deux cas les nouvelles offres étaient trop attractives. En ce sens, une plateforme est effectivement susceptible d'être à un clic de la concurrence en présence d'innovations majeures du point de vue de l'utilisateur. D'où la mise en place de différentes stratégies visant à transformer ces plateformes en place forte. Globalement il s'agit de rendre le changement de plateforme coûteux, les économistes diront alors que les coûts de changement switching costs sont élevés, et ou d'inciter les utilisateurs à ne pas utiliser en parallèle plusieurs plateformes concurrentes, il s'agit d'éviter le multi-homing ou multi-hébergement, et ou enfin de décourager l'entrée de concurrents sur le marché ou d'entraver leur développement. Quelques exemples permettent d'illustrer le propos. Aujourd'hui 2 systèmes d'exploitation dominent le marché de la mobilité, le système d'exploitation d'Apple, iOS, et celui de Google, Android. Passer d'un système à l'autre et transférer ces données n'est pas simple et prend beaucoup plus de temps que de rester sur le même système. De plus, il est nécessaire d'acheter à nouveau ces applications payantes, ce qui n'est pas nécessaire quand on reste dans le même système. Une application achetée pour un iPhone pourra être également installée gratuitement sur un second équipement Apple, ce ne sera pas le cas en changeant de système. Il y a ainsi des coûts de migration. Dans le domaine des cartes bancaires, des bonifications au volume de transactions réalisées sont mises en place par plusieurs banques de façon à inciter les consommateurs à n'utiliser qu'une seule carte. Ces programmes de fidélisation visent à éviter le multi-hébergement via la possession de plusieurs cartes. Le journal Le Monde titrait ainsi début janvier sur « Ces cartes bancaires qui vous rendent de l'argent ». Les « accords de parité interplateforme » permettent dans certains cas d'empêcher les producteurs de pratiquer un prix de détail plus bas sur des plateformes concurrentes qui demanderaient un taux de commission plus faible. Ainsi, Booking, en exigeant des hôteliers qu'ils ne vendent pas via un autre réseau de distribution qui prendrait une commission plus faible et vendrait moins cher qu'eux, cherchait à rendre toute concurrence intrinsèquement plus efficace sans effet sur les utilisateurs et donc vouée à l'échec. Ces pratiques sont actuellement interdites dans de nombreux pays. Ce type de clause était également utilisé par Amazon, leader du marché des livres numériques en Europe, dans ses contrats de distribution de livres électroniques avec les éditeurs. Elles obligeaient les éditeurs à informer Amazon lorsqu'ils offraient des conditions plus favorables à leurs concurrents et à accorder les mêmes conditions à Amazon. L'enquête lancée par la Commission européenne en 2015 a fait reculer Amazon qui a préféré éviter d'être sanctionné.